et contrôle CNIL, hein. Je vais très vite, mais c'est l'interlocuteur direct. Dès qu'il y a une plainte, la CNIL est très heureuse d'avoir un DPO pour régler ça rapidement avec cette personne-là. On a une plainte d'un usager qui nous dit des choses vraiment pas chouettes en termes RGPD. En fait, on va contacter la collectivité, la ville, la commune, pour voir ce qui se passe. Et s'il y a un DPO, ça peut aller très vite. On apprend quand finalement c'est un peu différent, on apprend que c'est déjà réglé, et c'est quelque chose qui fait gagner beaucoup de temps. Quand il n'y a pas de DPO, il peut arriver que le courrier se perde, ne soit pas compris, qu'il n'y ait pas de retour, et là, ça monte en contentieux. Et c'est du temps, c'est des moyens qui sont perdus pour une telle collectivité. Donc c'est un interlocuteur naturel, pardon, et également en contrôle. Je fais une parenthèse, les contrôles, c'est un petit peu d'actualité. Là, la CNIL, elle est sur le contrôle de la fonction DPO. Donc voir justement s'il a les moyens, parce que le RGPD impose des moyens, enfin, exige du responsable qui donne des moyens au DPO, donc du temps, de la compétence, de la formation, éventuellement une équipe, ou quand il y a des référents, si on a un gros organisme. Et également, il y a des contrôles sur les caméras augmentées. C'est d'actualité, caméras augmentées à finalité police, donc avec algo, détection de comportement. Donc voilà, ça c'est sur le côté complexité. Pardonnez-moi, je ne suis pas très bien mon PowerPoint, ça de le faire un petit peu trop de temps avant. Ça paraît un peu naturel comme ça en le disant, mais on sait aussi, enfin on a des chiffres que côté collectivité, alors côté métropole, côté communauté de communes, côté région, département, etc., ça va, on est près de 100% de DPO. Côté collectivité, côté commune, on a 60% de communes qui ont un DPO. Ça veut dire qu'il y a une petite moitié qui n'a pas de DPO. C'est une obligation légale, hein. Tout acteur public doit avoir un DPO. C'est binaire, pour le coup. Ce n'est pas le cas en privé, mais en public, c'est binaire. On sait très bien que ça concerne énormément de petites collectivités, de quelques dizaines, centaines d'habitants. C'est vraiment, évidemment, en France, c'est la très grande majorité à moins de 3500. Mais c'est quelque chose qui peut interroger et qui, nous, on cherche des solutions et des moyens pour rétablir ça. 60% DPO, mais on sait aussi que parmi ces 60%, beaucoup sont un petit peu, enfin beaucoup, un nombre important, ça nous remonte, sont pas forcément mis dans la boucle, n'ont pas forcément les moyens, n'ont pas forcément le temps, ne sont pas forcément formés. Donc tout ça fait écho avec le discours sur l'utilité là-dessus du DPO. Donc il est très utile là-dessus, mais le point, j'en finirai par là, c'est qu'il est utile s'il est aidé. S'il existe évidemment, mais aussi s'il est aidé et soutenu. Ça n'est pas du tout réglé de désigner un DPO, et c'est bon, le RGPD, on est conforme à RGPD, pas du tout, c'est que le début. Et surtout, c'est pas non plus suffisant de désigner un DPO, pendant un mois de faire le mois du DPO, et après on n'en parle plus. Ça marche pas. Ça marche pas, c'est comme pour la cybersécurité, un mois par an, ça suffit pas, c'est bien, un cybermois, mais c'est pas suffisant. Et donc là-dessus, c'est vraiment des discours qui nous reviennent très souvent. Un délégué, alors, d'autant plus s'il est externalisé, parce qu'on peut avoir un délégué interne, mais on peut aussi avoir un délégué externe, c'est-à-dire typiquement des clics sont des PO, je crois, d'environ 7000, enfin des clics, et tous les OPSN sont des PO d'environ 6000, 7000 communes, et donc en externe, et ça semble marcher. Mais par contre, il faut que les élus, il y a des élus qui les appellent, les mettent dans la boucle, les informent, parlent de leur DPO aux équipes, mettre dans la boucle les équipes en disant « Est-ce que tu as vu le DPO? Qu'est-ce qu'il en pense? C'est quoi son avis? Est-ce que ce nouveau projet, il a pu le voir et dire « Attention, alerte, ça si on y va, dans 12 mois, on doit reprogrammer une application qui sera conforme. » Et encore, c'est une phrase un peu science-fiction, parce qu'il faut des moyens pour ça, où on devra acheter un nouvel équipement, etc. etc. Donc ça, c'est des points vraiment qui sont essentiels. Identification en interne, associée avec passage obligé par le DPO, faire du RGPD un sujet, assez rapidement, que ce soit en tête de tout le monde et pas d'une seule personne au sein de la collectivité, naturellement. Et c'est un mouvement de fond. C'est quelque chose qui ne se règle pas en un mois ni en un an. On a des délégués qui nous disent, qu'on connaît maintenant bien, mais ça prend des fois 2-3 ans pour régler un gros problème. Et c'est normal, c'est un gros problème. Pardon, une application pas conforme, pour moi c'est un gros problème. Mais pour cartographier également, qu'est-ce qu'on a comme traitement? Ça peut prendre plus d'1 an, 2 ans. Et puis évidemment, quand on a cartographié, il y a une partie de la carte qui s'est créée un peu partout. Donc il faut continuer, parce que c'est sans fin. Et c'est bien. Et voilà. Donc c'est on va dire une course de fond, et de sprint parfois. Et c'est également extrêmement important, l'identification et le soutien et le support, parce que le DPO est quelque part, et je suis content d'avoir vu autant de mains se lever, la personne qui va frapper au plus de portes peut-être, avec peut-être la DSI pour régler les problèmes de comptes bloqués, et autres souris qui ne marchent plus, mais c'est... pour le dire très vite, je respire vraiment. Mais c'est la personne qui va devoir
être allié avec un peu tout le monde au sein de la collectivité pour comprendre ce qu'ils font et pour régler les problèmes. La DSI, évidemment, RSSI quand il y en a un, évidemment, mais quand il y a une violation, il faut que le DPO ait de l'information de beaucoup de personnes en même temps, et il faut que ça passe, il faut que ça marche bien, les contacts. Et quand il y a une guerre ou juste des batailles de territoire, ça arrive entre délégués et autres services, ça complique beaucoup la tâche et la collectivité s'expose en termes de contentieux, si l'information ne circule pas bien, parce que la CNIL n'aura pas forcément toute l'info, et ça peut être un manquement, ou alors en contrôle, on voit que c'est incompris. Donc voilà, j'essaie de rendre tout ça un peu positif, mais voilà, pour vous dire que c'est vraiment pour nous un point central. Tout dernier sujet, j'arrive aux 20 minutes, c'est parfait. Le côté CNIL, comme je vous l'ai dit, nous on a un service, on a environ 10-12 personnes, on est dédié à ça. Alors on fait aussi beaucoup de pédagogie et beaucoup d'interventions extérieures, et donc ça s'insère très très bien. Et notamment bientôt à Marseille, ça, je ne peux pas tout dire aujourd'hui, mais c'est très prochainement, on va rendre ça public. Et donc c'est très très bien, voilà, très heureux de pouvoir intervenir ici. Mais on est tous les matins au téléphone avec les DPO. On a une ligne ouverte, on est des stands, enfin je veux dire, on est téléconseillés tous les matins, 2 heures par jour. Et on peut être appelé à tout moment pour faire des premiers retours en urgence ou un peu plus de fond ou par écrit. Et donc, c'est des choses qui apportent de la sécurité juridique. Si vous avez un mail de la CNIL disant « OK, ça passe », je simplifie à l'extrême, c'est très sécurisant pour une collectivité. Et ça, c'est seul le délégué qui peut l'avoir, en fait. Donc voilà. C'est le dernier point important sur lequel je voulais terminer. Et s'il y a toute question, évidemment, je serai prêt à y répondre, sauf sur les dashcams, sur les capots, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà. Vous me dites en termes de temps si... C'est parfait, on est à l'heure, on est même en avance, je ne devrais pas le dire, parce que je ne sais pas ce qui se passe. En fait, on est dans les clous. Ce qui m'amène peut-être à vous demander si vous avez des questions pour M. Verdier ou M. Ginesté. Merci beaucoup pour votre présentation. En fait, voilà, ma question était de savoir un petit peu d'en savoir davantage un petit peu sur les enjeux juridiques qui peuvent en découler derrière ces attaques, les éventuelles sanctions mises en place, que ce soit et pour les personnalités physiques et pour les personnalités morales. Du coup, un petit peu, j'aimerais savoir si est-ce que il existerait une charte ou une norme que la CNIL fait appliquer aux entreprises ou... Vous voulez dire, pardon, sur les sanctions, c'est ça? Ou sur le... Dans le rôle de gendarme, dans le rôle de policier, un peu de la règle. Quel est le risque? C'est ça. Quel est le risque si on sort de route? C'est un cadeau comme question. Alors... Oui, donne-moi 2 secondes, je prends note. Oui, voilà, je peux parler du risque contentieux, bon, qui est assez clair. Enfin, côté collectivité, comme toute... alors, il n'y a que l'État qui est protégé contre les sanctions pécuniaires. Voilà, c'est les textes, donc pas les collectivités. Donc ça peut arriver. Ce que je peux vous dire, c'est que les risques, tous les manquements RGPD peuvent être... Il y a une gradation des suites contentieuses. Ça peut être un rappel à la loi, qui est une forme de classement en disant faites ça. Une mise en demeure, ça c'est plus directif. Faites ça sous 3 mois et dites-nous que vous l'avez fait et prouvez-le nous. Je vais assez vite. Et puis après, si c'est vraiment grave, ou s'il n'y a pas de réponse, ou il y a mauvaise foi, sanction c'est 10 ou 20 millions, en fonction, le plafond, en fonction du manquement. Les manquements 10 sont moyennement graves et 20 millions, c'est les principes, c'est les plus graves. En sécurité, sauf erreur, on est sur du plus grave, parce que c'est le plus élémentaire. Et dernier point, alors on est connu pour avoir peu de sanctions en France, environ 20-25 par an. Le nombre il y a des pays, c'est 200-300. Le nombre de sanctions va très très vite en ce moment, augmente très vite, parce que depuis janvier 2023, on a obtenu un nouveau pouvoir de sanction, qui est la sanction accélérée, avec un formalisme plus bas, c'est ça qui met du temps, juge unique pour aller très vite, et sur du 20 000 € pour des manquements évidents. La sécurité est un manquement souvent évident, c'est des mots de passe, c'est des mises à jour, c'est sauvegarde, etc. Et donc c'est une gradation. L'éventail est très très large en fait. C'est pas toujours rendu public, mais voilà. Mais si vous voulez préciser votre question. Mais dites-moi si je me trompe, mais il me semble que la CNIL en fait a un rôle de pédagogie en fait, et finalement les sanctions ne viennent que quand il y a manifestement l'intention de ne pas respecter la loi ou de ne pas en fait essayer en fait de faire les meilleurs efforts, me semble-t-il. Oui, bien sûr. La gradation,
c'est le 83 du RGPD qui est comment on sanctionne. Il est très très dense, très fourni, et il y a environ peut-être une quinzaine de critères sur comment on peut justifier une sanction et comment on détermine un montant. Là-dessus, on va dire les moyens, évidemment, l'importance de l'organisme, une TPE et un groupe mondial, c'est pas la même chose du tout, parce qu'il y a une direction juridique qui sait très bien ce qu'elle fait, et là, pas vraiment. Il n'y a pas d'excuses. Les moyens, la bonne foi, la coopération lors du contrôle, évidemment, comme vous le dites, ça joue énormément. C'est sûr que si on contrôle et on voit un manquement et que 48 heures après, le DPE nous dit c'est bon, c'est réglé, ou c'est bon, on lance, l'élu est prévenu, il a dit ok, on fait ça, ça va prendre 6 mois parce que c'est du temps, c'est du SI, enfin, c'est lourd évidemment, ça change énormément de choses et ce qui peut arriver, c'est qu'en disant très bien, vous êtes engagé, c'est clôturé. On reviendra peut-être chez vous dans 12 mois, mais on considère que c'est clôturé. Et il y a des témoignages publics disant que la CNIL, si on va très vite, on gère son emploi du temps, on dit à la CNIL, on s'engage à ça, et effectivement, ça y joue. Je me permets de vous conseiller de télécharger le guide que j'ai évoqué tout à l'heure, que nous avons à Cybermalliance GoFR co-rédigé avec la CNIL, qui est très très bien fait, qui est accompagné d'une infographie qui simplifie énormément, qui va inventorier les thématiques ou les domaines concernés, données de santé, données personnelles, etc., etc., avec effectivement pour chaque thématique les obligations et surtout les enjeux derrière en termes de risques, aussi bien au niveau administratif que pénal, judiciaire. Donc c'est important et c'est vraiment on a voulu le faire de manière simplifiée pour vous offrir une lecture, j'ai envie de dire panoramique de ce que voilà des obligations et des responsabilités des collectivités liées à la sécurité numérique aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'on m'entend ? Oui, c'est bon. Déjà, je tenais, avant de commencer, à vous remercier pour la qualité des présentations. Parce que même des gens qui ne sont pas spécialisés dans le domaine, dont moi, c'était très clair et très concis, donc merci beaucoup. Ma question, c'était davantage sur la sécurité numérique, du coup, sur la première présentation. Tout récemment, là, hier, AMU a été attaqué par une attaque numérique. Et depuis ce jour, je n'ai plus du tout accès et tous les étudiants d'AMU, qui sont quand même énormes, n'ont plus accès à leur boîte mail. Et du coup, ça rejoint totalement sur ce que vous disiez sur bon, ce n'est pas une collectivité locale, Aix-Marseille Université, mais c'est quand même une incroyable institution et c'est incroyable qu'elle soit complètement paralysée. Et depuis ce jour, je ne peux même plus accéder à mes mails. Donc je voulais avoir votre avis sur ça. Vous parliez tout à l'heure de perte de confiance et c'est vrai que c'est totalement ça. Il y a une perte de confiance totale. J'ai beaucoup d'amis qui, par exemple, ne veulent plus utiliser leur adresse mail universitaire. Et c'est incroyable que Aix-Marseille Université ne puisse plus fonctionner pour une attaque qui est toujours actuellement en cours. Merci. Je voulais avoir votre avis du coup. Ça fait partie effectivement des effets de bord possibles d'une attaque. Il faut savoir qu'en fonction de la nature de l'attaque, un certain nombre de systèmes, de ressources, de bases de données peuvent être endommagées, volontairement endommagées ou rendues inopérantes par les attaquants. Mais ça peut également derrière être une décision prise par la collectivité pour mieux comprendre ce qui se passe, de couper un certain nombre de services. Donc effectivement, il y a des effets de bord qui sont inévitables, malheureusement, aussi bien en termes de conséquences directes de l'attaque ou de mesures prises dans un souci de préserver l'existant, de le couper de l'Internet tout simplement. Et effectivement, pour un client, un administré, un membre, le résultat est immédiat puisqu'il n'a plus accès à la ressource ou aux services liés à cette entité. Il semble en fait que l'attaque soit en train d'être maîtrisée en fait, et que AMU a l'air d'être plutôt confiant sur le fait, en fait de pouvoir reprendre un cours normal des choses. Mais je pense que pour reprendre en fait finalement la parenthèse et l'anecdote que je donnais tout à l'heure, en fait, il ne faut pas forcément stigmatiser l'acteur public-privé en fait, qui est victime en fait, d'une attaque de cybersécurité. Vous pouvez dire c'est un problème, c'est scandaleux, c'est pas normal. Est-ce que c'est normal ? Une autre façon de le voir, c'est dire oui, finalement, c'est normal parce que ça va arriver. Donc ça va arriver, c'est un fait. Un corps humain tombe malade une fois dans sa vie, c'est un fait. Si vous êtes très malade, vous avez de la fièvre, vous restez au lit, vous n'allez pas bosser. C'est pas forcément scandaleux. C'est juste en fait un état de fait, et puis après, ça se soigne et ça se guérit et ça s'anticipe la fois d'après. Donc il est évident que plus les institutions sont visibles, plus elles ont de la responsabilité, plus les attaquants savent qu'il y a un effet réputationnel finalement qui
créer l'intérêt de l'attaque, plus ils vont s'attaquer à ces cibles-là. Donc quelque part, en fait, probablement Camus a déjà été victime d'attaques et a réussi à les déjouer. Peut-être en fait que cette fois, ça a été un peu plus compliqué. Probablement, ils seront encore attaqués dans le futur. C'est une donnée. Et on est tous là pour essayer de trouver des solutions pour minimiser le coût collectif. Mais c'est une donnée qu'on doit accepter comme factuelle, me semble-t-il. Pour apporter un complément sur ce point, le RGPD impose dans ce type de cas que le responsable prenne des mesures pour limiter les conséquences de l'attaque et évidemment colmater la faille et rendre aussi le service très vite opérationnel. Mais il faut que ça soit colmaté avant. Et donc s'ils ont été percés il y a 2 jours, il ne faut pas que ce soit percé, il ne faut pas relancer comme ça très vite pour être percé à nouveau dans 2 jours. Vous voyez, donc ça peut, et un développement informatique peut prendre beaucoup de temps. Alors pour les mails c'est urgent, mais peut-être qu'en fait ils essayent de monter des remparts un peu plus haut. Nécessairement ça prend du temps, mais ils sont obligés de le faire. Tout comme de vous informer très bientôt de ce qui s'est passé, ce qui a été sorti, lu ou pas. Mais c'est une obligation légale aussi, évidemment, de ne pas relancer très vite, parce que l'idée, c'est que ça ne retombe pas aussitôt. On a encore le temps de prendre une autre question. Bonjour, merci déjà pour la qualité de vos prestations. J'avais une petite question par rapport à vos 2 interventions. Ce serait la possibilité et la nécessité d'avoir un RSSI qui soit qualifié d'expert cyber au niveau de toutes les collectivités, d'autant plus que, comme vous l'avez dit, on a déjà des DPO qui peuvent être centralisés sur plusieurs communes. Le but de ce RSSI qualifié d'expert cyber serait de pouvoir mener à bien les projets de cyber au niveau des différentes collectivités, car comme vous l'avez dit, les compétences d'un DSSI et des techniciens qui sont présents au sein d'une DSSI ne sont pas forcément en adéquation avec les compétences de quelqu'un qui devrait mettre en place les chantiers de cyber. Et en tout cas, de ce que j'ai pu voir dans le cas d'un stage que je réalise à la mairie de Salon, c'est que des fois, au vu des nombreuses missions des DSI, les chantiers cyber sont des fois trop complexes à mener et trop longs pour des personnes qui ont déjà plein de missions différentes. Voilà, donc je voulais savoir votre avis sur la possibilité et la nécessité d'avoir un RSSI expert cyber sur toutes les collectivités. Oui, pour reprendre ce que j'ai évoqué tout à l'heure, sont pour moi 2 métiers différents, hein, l'informatique support et la connaissance un petit peu plus fine de dispositifs à mettre en place en matière de sécurité numérique et les modalités d'une réponse à incident, en échelonnant sa réponse par rapport à la nature de la cybermalveillance. L'ANSSI l'a bien fait en matière des parcours de sécurisation initiés dans le plan France Relance, encourage à la mutualisation, notamment pour les petites collectivités territoriales. Et je pense que c'est important de rester dans cette optique. On est plus fort ensemble. On est plus fort ensemble. Et face à ce type de menaces complètement transverses et qui ciblent sans distinction les structures, les grosses structures, les moyennes et les petites, je pense qu'il y a vraiment une réflexion sur ce que doit être aujourd'hui la mutualisation de services, j'ai envie de dire normaux, et des services un petit peu exceptionnels, comme peut l'être des capacités de réponse à incident. J'en profite également pour, concernant les labellisés experts cyber, ce que j'ai oublié de faire pendant ma présentation, puisqu'on a également, non content de faire vivre ce label, on a ajouté à notre parcours d'assistance victime un parcours de mise en relation pour nos publics professionnels avec ces 200 labellisés, et ce parcours est directement accessible sur la page d'accueil de cybermalveillance.gouv.fr. Vous faites un petit inventaire de vos besoins en matière de sécurité numérique, et si vous le souhaitez, vous êtes mis en relation avec le labellisé, pas forcément géographiquement le plus proche de chez vous, mais celui avec lequel ça matchera le mieux en termes de compétences, de besoins et de distance aussi. Voilà. Juste un complément là-dessus, si votre question c'est également RSSI DPO, est-ce que ça concerne également ça ? Il n'y a pas de blocage de principe RSSI DPO, on en voit pas mal en CHU notamment, ça se fait visiblement plus naturellement, mais ça se fait aussi ailleurs. Il y a quand même quelques vigilances à avoir. En termes de moyens, le RGPD dit qu'un DPO doit avoir des moyens au regard de l'organisme ou des organismes qu'il va couvrir, et donc c'est au responsable de donner ses moyens, donc du temps, de la formation, un budget le cas échéant et des satellites. Et donc, il ne faudra pas être trop débordé et par les fonctions RSSI et puis fonctions DPO, qui se croisent, mais pas toujours, hein, enfin, qui ne sont pas tout le temps, évidemment. Enfin, c'est des questions qui sont distinctes assez souvent. Et deuxième vigilance sur le conflit d'intérêts.
il y a des métiers où c'est pas possible. Élu municipal, c'est pas possible d'être DPO de sa collectivité parce que on va décider en votant un jour et le lendemain on doit dire si c'est légal en termes de RGPD. C'est gênant. Évidemment, on juge ce qu'on a fait la veille. Pareil pour SSI DPO, parmi d'autres fonctions, ça peut arriver. Il faudra faire attention d'être pas décideur trop sur des sujets de création, modification de traitement et équipement de sécurité. Évidemment, il y a une influence, mais il faudra être vigilant sur le fait de ne pas avoir trop la main sur on prend tel équipement de sécurité, on a tel traitement de sécurité en l'imposant. Parce que le lendemain, vous allez devoir dire si c'était conforme d'avoir des logs sur 12 mois, si c'était conforme de scroller le net pour voir si on n'a pas perdu des mots de passe, etc. C'est gênant, parce que vous allez dire, forcément, il y a un conflit. Vous pouvez pas, donc voilà, il faudra être pensé à des cas de conflit, et pour ces cas-là identifiés, imaginez que ce sera une autre personne qui aura vraiment le mot définitif. Vous voyez la chose. Voilà. Merci, monsieur Verdier. Merci, monsieur Ginesté. Monsieur Ginesté. Une question aussi officielle, non, c'est un peu le moment où il faut passer à la table ronde. Donc j'ai envie de vous dire, désolé, vous avez déjà eu votre question. Non, on avait dit qu'on faisait comme ça. Hein. Voilà. Donc merci à vous. Pardon, juste, excusez-moi, j'ai noté, le DPO n'est pas responsable, vous en parlez également, le DPO n'est pas responsable juridiquement. Ça reste le décideur-décideuse, donc en collectivité, l'élu. Il n'est pas responsable ni violation du RGPD. Et pénalement non plus, il faudrait vraiment qu'il fasse des choses très bizarres, hein, qui frappent quelqu'un. Mais sinon, il n'y a pas de... Voilà, ou qu'il ne soit pas dans les ordres, voilà. Mais il n'y a pas de responsabilité, il a un rôle de conseil et la décision, évidemment, prise au-dessus. Pardon. Merci beaucoup. Restez avec nous, on va passer en fait à une autre séquence qui est une table ronde. J'invite en fait à nous rejoindre Monsieur De Couture, qui est élu au numérique de la mairie de Salon de Provence, Monsieur Gemiliani, qui est responsable du laboratoire d'intelligence artificielle chez Enedis, Monsieur Joël Gombin, qui est cofondateur et dirigeant de Dactivist, et Marc Chamaillou, directeur du pôle numérique de la métropole Aix-Marseille-Provence. Pour une table ronde autour de la data, de l'intelligence artificielle et de la gestion des services publics en fait à l'heure de ces innovations. Donc venez vous asseoir. Et moi je vais me décaler. Ah non, il y a une table, d'accord. C'est bon? Pour commencer en fait ce sujet où on va parler d'intelligence artificielle, pourtant on s'était dit pendant la séance de préparation, et si on évitait de parler d'intelligence artificielle, si on parlait en fait d'outils d'aide à la décision, histoire en fait d'utiliser un vocabulaire un peu différent et moins d'anticipation, moins futuriste ou moins journalistique. Je pense qu'on ne va pas y arriver. Mais pour commencer, en fait, Joël Gombin, peut-être quelques mots de présentation de Dactivist et puis aussi de retour en fait sur les différents vocabulaires qu'on a utilisés, système expert, machine learning, deep learning, maintenant IA générative, donc beaucoup de vocabulaire, beaucoup de sabir, beaucoup de choses en fait finalement qui reflètent des réalités soit différentes, soit continues. Je vous prête mon micro. Merci Cyril, on cherchait effectivement un micro qui marche. Bonjour à toutes et tous, je suis Joël Gombin, je suis le cofondateur et le dirigeant de Dataactivist, une entreprise qui accompagne les organisations à l'ouverture de leurs données. On a beaucoup parlé protection des données jusqu'à présent, mais on va aussi parler ouverture et à la réutilisation des données ouvertes, et on travaille en particulier avec beaucoup de collectivités territoriales et d'acteurs publics. Alors, pour venir sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, en ouverture, tout à l'heure, Arnaud Mercier disait que les données sont souvent qualifiées de pétrole du XXIe siècle. Et l'une des raisons pour lesquelles, au-delà de la qualité discutable de cette métaphore sur le pétrole, heureusement, ça pollue moins, et ça crée moins de dépendance. Mais l'une des raisons pour lesquelles on accorde autant de valeur aux données, c'est parce que, au-delà de l'augmentation massive de notre capacité de production, de collecte et de stockage de données, on a aussi, au cours des dernières décennies, augmenté de manière absolument phénoménale notre capacité de calcul et d'analyse de ces données. Et l'une des conséquences de cette augmentation absolument phénoménale de cette capacité de calcul, c'est qu'on est capable de faire des choses avec ces données dont on était absolument incapable jusqu'à présent.
Et en particulier, on est capable d'apprendre à des machines à faire des choses qui ressemblent de loin à de l'intelligence humaine, en tout cas à des tâches que des humains savent opérer. Donc on sait aujourd'hui apprendre à des machines à reconnaître des objets sur des images, par exemple. On sait apprendre à des machines à générer du texte qui ressemble à du texte humain. On parlait de ChatGPT, par exemple. Vous avez sans doute toutes et tous entendu parler de ChatGPT. Ça a mis en lumière un ensemble de modèles beaucoup plus larges qui sont ce qu'on appelle des LLM, des Large Language Models, des grands modèles de langage, qui sont eux-mêmes une sous-catégorie de modèles dits d'IA génératifs, c'est-à-dire qu'on est capable de générer des choses, des images ou en l'occurrence du texte. Et donc on entre ici dans une notion qui est quand même plus, à mon avis, un peu différente de celle d'aide à la décision qu'on a pu utiliser par le passé. Ces outils-là peuvent être mis au service d'une aide à la décision, ils peuvent être aussi mis au service d'autres usages. Il y a des classes d'usage sans doute beaucoup plus larges que la simple aide à la décision. En revanche, là où cette notion d'aide à la décision est utile, c'est pour garder en tête que ça ne sont que des machines, ce ne sont pas des outils magiques, et ils n'ont pas vocation, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, à remplacer les êtres humains. Il y a beaucoup de débats, parfois de prises de position un peu effrayantes en ce moment sur les dangers de l'intelligence artificielle, etc. On est dans quelque chose de très... qui relève de la science-fiction encore à ce stade, je pense, aujourd'hui. Tu citais tout à l'heure quelques films à cet égard, 2001, Odyssée de l'espace, etc. Bon, on n'est pas aujourd'hui là-dedans. Simplement, ce qu'on voit émerger aujourd'hui, c'est des outils qui, contrairement aux systèmes experts qui se sont développés dans les années 80-90 essentiellement, qui étaient des outils où on écrivait en dur dans une machine des règles de savoir que connaissent les humains, que connaissent les experts, d'où le terme de système expert, avec des règles en disant s'il se passe ceci, alors cela, etc. Aujourd'hui, on est en capacité de dire à des machines, voilà plein d'exemples, et débrouille-toi tout seul pour comprendre, pour apprendre des règles qui permettent d'arriver au résultat. On n'est plus obligé de passer par l'intermédiaire, par la phase intermédiaire, de dire si ceci, alors cela. Et cette capacité-là, elle ouvre plein de possibilités nouvelles qui étaient plus difficilement accessibles jusqu'à présent. Merci. C'est une approche hyper humble de l'intelligence artificielle par laquelle on commence en fait. Mais merci pour ça. Et pour continuer en fait sur ce côté en fait très humble de l'intelligence artificielle, ou en tout cas en fait ce côté applicatif, j'ai envie de vous demander en fait, Monsieur de Couture, au niveau d'une municipalité comme Salon de Provence, vous qui êtes élu au numérique, en fait, qu'est-ce que vous arrivez à en tirer ou qu'est-ce que vous n'arrivez pas à en tirer? Comment ça se passe concrètement? Merci pour cette très bonne question. Alors, moi, l'intelligence artificielle, bon, c'est bien, c'est pas un truc qui me fait rêver. Moi, je ne sais pas aujourd'hui, et on en reviendra à ce que disait monsieur, qui fait ces algorithmes, parce qu'en fait on part de là, qui les fait, comment les fait-on, et comment les utilise-t-on surtout. Aujourd'hui, les hackers utilisent de l'intelligence artificielle pour aller piéger nos mots de passe sur des sites. Moi, à Salon, on est loin d'avoir un robot ou un hologramme qui va remplacer une personne à l'accueil de la collectivité. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Voilà. Donc l'humain, il est là dans les bons cas, il est là dans les mauvais cas aussi. Je reviens à ce que disait monsieur Verdier tout à l'heure. L'humain, ben oui, il est entre la chaise et le clavier, et il faut l'éduquer, et il faut qu'on éduque tous les gens à avoir une utilisation
je ne veux pas dire douce parce qu'on n'est pas dans la mobilité, mais une utilisation raisonnée de cette, j'aime pas le terme, je suis désolé, d'intelligence artificielle, mais qu'on ait une utilisation raisonnée de ces capteurs, de ces éléments qui nous aident dans notre quotidien. Et on en a aujourd'hui tous, mais voilà. Moi, je souhaiterais qu'on les utilise à bon escient et sans aller trop loin et pas faire peur aux gens. On parlait aussi des compteurs Linky. Voilà, non, d'accord. Ah, non, finalement, en fait, voilà. Joël, tu vas faire tampon avant qu'on parle en fait des compteurs Linky. Je peux pas faire une transition comme ça, c'est pas possible. Voilà. Je suis désolé. Est-ce que le compteur Linky c'est de l'intelligence artificielle ou pas? Est-ce qu'on passe plus de temps dans les toilettes que dans son séjour? Voilà, c'est tout ça. Et tout ça, je pense que ça fait peur à une grande majorité de personnes. Non, mais il ne s'agit pas de faire peur, encore moins que tout à l'heure avec cybermalveillance. Non, vous avez sans doute à Salon de Provence des parkings, peut-être en régie ou en concession, je ne sais pas. Et dans ces parkings, il y a très vraisemblablement aujourd'hui, à l'entrée et à la sortie, une caméra qui lit la plaque d'immatriculation de la voiture. Et derrière cette caméra, je dois vous dire qu'il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un humain qui lit la plaque d'immatriculation et qui la rentre à la main. Il y a un algorithme d'intelligence artificielle. On appelle ça intelligence artificielle ou pas d'ailleurs, parce que c'est un algorithme très bête. Mais en tout cas, il y a un algorithme dit de computer vision, c'est-à-dire qui est capable de transformer la photo en une plaque d'immatriculation. Voilà, ça c'est un exemple très concret, très quotidien de ce qu'on met derrière ce vocable d'intelligence artificielle, même s'il n'y a rien d'intelligent là-dedans, on sera bien d'accord. Mais en revanche, en fait, ce dont on s'est rendu compte, et après Marc, en fait, je te passerai la parole, mais en discutant ensemble avec Romain, en fait, et maintenant c'est à toi de nous faire rêver, en fait, sur l'intelligence artificielle, mais c'était surtout l'idée que finalement les outils qu'on peut utiliser ne sont pas destinés uniquement à des grandes organisations, qu'on peut les utiliser, en fait, qu'on a un jeu de données qui est certes en fait très profond et très vaste, ce qui a priori en fait est plutôt le cas des grosses organisations, mais qu'on a aussi des cas d'application en fait qui demandent peut-être un peu moins de profondeur et qui font gagner en fait en service, en productivité et en proximité en fait pour les usagers. Oui, tout à fait. Donc, avant de répondre à ça, je vais resituer le laboratoire d'intelligence artificielle d'Enedis. Donc Enedis a fait le choix d'implanter son laboratoire d'IA, et j'ai dit IA, je suis désolé, sur ce territoire, dans les locaux d'Aix-Marseille Université, à la Cité de l'Innovation et des Savoirs d'Aix-Marseille Université, et c'est pas anodin. On est dans un territoire qui est très riche en ressources dans le domaine de l'intelligence artificielle, et ce depuis des décennies. Depuis les années 80, Marseille, et le territoire en général, est un haut lieu de l'IA, via le groupe d'intelligence artificielle et l'école d'Alain Kolmerauer. Et donc on a énormément de compétences sur le territoire. Et le fait qu'on soit implanté dans les locaux d'Aix-Marseille Université n'est pas anodin non plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les compétences en IA, elles sont plutôt sur les bancs d'école. Et elles sont aussi dans les laboratoires. Et on s'aperçoit aussi qu'on est dans un domaine dont l'état de l'art évolue extrêmement vite. Et la frontière entre la recherche et les applications industrielles est très ténue. On arrive à mettre en prod des algorithmes en 6 mois dans des applications industrielles alors qu'ils étaient en laboratoire. Donc ça, c'est un peu un état de l'art. On n'est plus dans du rêve, on est dans des conséquences opérationnelles de ces technologies-là. Alors nous, qu'est-ce qu'on met derrière le mot IA? On met 2 grandes disciplines. On met tout ce qui est apprentissage automatique, donc aller chercher au travers des données, on en parlait tout à l'heure, auparavant on faisait des applications en faisant de l'algorithmie. Si on fait le parallèle avec la biologie, l'algorithmie c'est un réflexe, on vous tape sur le genou monte, personne ne vous a appris à le faire. C'est le développeur qui a imposé au programme la manière dont il doit agir. Dans l'apprentissage automatique, l'application va aller prendre pas des décisions, mais donner un état probabiliste, une probabilité, en fonction de ce qu'elle a appris d'un jeu de données. C'est un peu comme quand un enfant apprend à lire. Si on devait recoder aujourd'hui un logiciel qui apprend la lecture, avec si je vois le mot machin alors truc, vu le nombre de mots, vu la grammaire, ça serait impossible. Par contre, avec l'apprentissage automatique, on est capable d'apprendre à une machine à lire et à comprendre du texte, de la voix, de l'image.
Donc ça, c'est l'apprentissage automatique. On parlait tout à l'heure de la donnée. Et on fait souvent l'amalgame données et intelligence artificielle. Alors, pour faire de l'apprentissage automatique, bien évidemment, il faut de la donnée, mais il faut de la donnée de qualité. Il ne suffit pas de collecter des données en disant je vais trouver des cas d'usage, je vais faire de l'IA et puis tout va bien se passer. Non, ça ne marche pas. Et en vrai, la donnée brute vue de ma fenêtre, elle a assez peu de valeur. Désolé. Au contraire, elle coûte à collecter, elle coûte à stocker, elle coûte à sécuriser, et c'est un coût, c'est une charge plus qu'autre chose. Et stocker de la donnée pour se dire bon, on va en faire quelque chose un jour, moi, c'était une mode. C'est pas une application industrielle. Par contre, pour entraîner des algorithmes d'apprentissage automatique, enfin des modèles en l'espèce, on a besoin de données qui ont été labellisées par des experts. Et donc, ça embarque un investissement. Et après, on va entraîner un modèle et le modèle va prendre des positions qu'aurait pris l'expert ou les experts ou le groupe d'experts ou les utilisateurs dans le jeu de données. Voilà. Le deuxième point sur lequel on fait de l'IA, c'est de la recherche opérationnelle, c'est de l'optimisation. Donc, par exemple, optimiser des plannings d'agents sous des contraintes. Donc ça, c'est le deuxième pan qui est un peu moins connu, un peu moins bling-bling que ChatGPT, mais il est absolument nécessaire. Les cas d'usage de l'IA pour Enedis, on en a deux grandes familles. La première, c'est qu'on est un acteur de la transition énergétique et il va de soi que ces méthodes-là sont au cœur de la transition énergétique. Parce qu'on a, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on a un paysage qui évolue très vite avec des prises de décision qui doivent aller de plus en plus vite avec des données qui arrivent. Le deuxième volet sur lequel on utilise l'IA, c'est pour répondre à notre mission de service public, comme vous. Donc on a 35 millions de clients, 1,6 million de kilomètres de réseau, et donc on a des opérations sur lesquelles on a pu mettre en œuvre des modèles d'apprentissage automatique, et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est accessible. Il y a plein de cas d'usage dans lesquels vous pouvez utiliser de l'intelligence artificielle, vous pouvez l'appeler comme ça, avec des méthodes qui vous sont accessibles, des algorithmes qui peuvent être explicables, et en fait tout dépend du cas d'usage et des données dont vous avez à disposition. Voilà. Merci beaucoup. Quand je vous écoute tous les trois, en fait, on voit qu'il y a des cas très pratiques. On voit qu'il y a un peu de doute ou de désenchantement, je ne sais pas, enfin, un peu entre les deux. Et en même temps, on voit qu'il y a la possibilité en fait, d'avoir la recette. C'est-à-dire ce que tu disais tout à l'heure, en fait, c'est qu'il n'y a pas de richesse en soi. En fait, il y a quelque chose qui est exploité si c'est fait correctement. Et donc, en fait, comment la métropole en fait, peut aider en fait, les collectivités en fait, justement, à appliquer ces recettes en fait, ou à apporter des solutions et à faire de sorte que, non pas en fait, on passe à l'échelle, mais on soit en capacité collective en fait, d'appliquer en fait, ces méthodes, ces recettes et ces outils. Alors, merci Cyril, mais alors, je voulais juste rebondir sur ce que disait Romain, parce qu'en fait, je pense qu'il a bien illustré le potentiel aujourd'hui qu'on voit avec ces outils. C'est-à-dire que dans nos métiers de service public, de la recherche opérationnelle, ce qui peut être le cas d'Enedis, on a les mêmes problématiques, on a des équipes qui interviennent sur le terrain. Et donc pour nous, c'est aussi une question, c'est est-ce que ces outils-là sont des moyens aujourd'hui de changer nos pratiques et de donner des outils d'une autre génération qui permettent de fonctionner plus efficacement. Et donc la question que tu poses, c'est en fait, est-ce qu'aujourd'hui on est en capacité d'accompagner nos équipes, nous, à la métropole, mais aussi les collectivités dans l'usage de ces outils. Alors, par contre, ce que disait tout à l'heure Monsieur de Couture, c'est intéressant parce qu'il a pris l'exemple de la persona qui serait là à faire l'accueil. Et un des projets métropolitains de cette année, c'est de se poser la question de comment est-ce qu'on peut améliorer le service public, l'étendre, en utilisant cette nouvelle technologie. Et en fait, je prends l'exemple, on a un centre d'appel qui traite 300 000 appels par an. 300 000 appels, alors ça a l'air très théoriquement, c'est très bien, traiter 300 000 appels. En fait, il y a aussi des points de difficulté. C'est que le lundi matin à 11h, c'est l'embouteillage. C'est comme devant le Faro ce matin. C'est que tout le monde appelle le lundi matin parce que ils jettent leurs encombrants, et ils ont travaillé tout le dimanche à nettoyer, et donc ils appellent au même moment. Et là, c'est là qu'on perd des appels, c'est là que les usagers se retrouvent un petit peu en panne. Donc l'idée, c'est de dire, est-ce que ces outils d'IA sont des moyens, alors j'ai dit IA, ces nouveaux algorithmes sont des moyens de nous aider à accompagner le service public dans une meilleure disponibilité, une meilleure accessibilité aussi. C'est le cas, on dit aujourd'hui, mais vous avez l'application mobile Métropole dans ma poche, je vous invite à télécharger par ailleurs. Mais si vous téléchargez l'application, mais c'est vachement dur de dire ça aussi à une grand-mère, de lui dire, mais attention, tu peux télécharger l'application et faire ta prise de rendez-vous encombrant, et tu télécharges le PDF et tu l'imprimes et tu le colles sur ton encombrant pour l'enlever.
Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on imagine des solutions. Donc, par exemple, un centre d'appel, ça peut être de mettre en place, et ce que la métropole envisage de faire, c'est un callbot. Alors, un callbot, c'est un gros méchant mot, hein, ça, on avait dit que je ne le dirais pas non plus, mais c'est un outil qui, en fait, on va proposer au moment de, je dirais, de ces embouteillages téléphoniques, en disant, si vous voulez parler avec une IA, en toute connaissance de cause, en toute transparence, vous pouvez, on va vous mettre, au lieu d'attendre 5-10 minutes d'attente, vous allez être mis en relation avec un opérateur vocal qui va interagir avec vous et prendre votre rendez-vous comme si c'était un humain. Alors, en s'approchant avec toutes les limites que ça peut avoir, hein, on est encore aussi dans des balbutiements technologiques avec toutes les contraintes qu'on peut imaginer, mais c'est aussi une opportunité pour faciliter l'accès aux services publics, compléter, et ce n'est pas nécessairement à contrario. Alors maintenant, la question, c'est est-ce que tous ces outils-là, on a bien conscience qu'à l'échelle d'une commune, ce n'est pas des choses qui sont facilement réalisables. Et c'est comment la métropole va pouvoir développer ces solutions, les mettre à disposition et compléter l'offre de services publics en mutualisant et en apportant son support technologique. Je vais peut-être illustrer avec quelques projets qu'on a pu mener. Le premier projet qui nous a un peu mis le pied à l'étrier, c'était un projet de routage automatique des réclamations de nos clients dans les services en charge du traitement. Et donc c'est en gros, en fait, on a 15 jours pour traiter une réclamation. Et une des étapes qui était un goulot d'étranglement, c'était la lecture de chacune des réclamations par un manager qui déterminait la compétence nécessaire au traitement de chaque réclamation. Donc il avait une pile de réclamations, il en lisait une centaine par jour. Bonjour le métier déjà. C'est pas du management, et le but, c'était pas de répondre automatiquement à la réclamation, bien sûr que non, c'était de l'envoyer à la bonne personne en charge du traitement. Donc ça, c'est typiquement le cas d'usage que vous pouvez couvrir, et on l'a pas du tout couvert avec des modèles de type LLM et ChatGPT. On a utilisé des méthodes plutôt classiques qui sont de la préhistoire puisqu'elles ont maintenant 7 ans. Et qui ont le mérite d'être explicables et de tourner non pas sur des GPU mais sur des CPU. On ne va pas rentrer dans le détail, mais sur des moyens de calcul qui, en gros, c'est le même serveur que le serveur avec lequel on réserve les salles de réunion. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et ça marche bien. Aujourd'hui, ce système-là tourne depuis 2018. Les réclamations arrivent, elles sont lues par le modèle et elles sont routées en 100 millisecondes. Voilà. Dans les services en charge du traitement, ça tourne. Et bien sûr, la valeur ajoutée de l'opérateur, elle est dans la réponse à la réclamation. Elle n'est pas dans le routage. Donc ça, c'est un des cas d'usage qu'on a couvert. Un autre cas d'usage qu'on a couvert un peu plus récemment, c'est d'aller prédire nos interventions vaines. C'est-à-dire qu'on a une bonne dizaine de pourcents de nos interventions où on déplace des agents et des moyens. Et finalement, on ne peut pas faire l'opération sur le terrain parce que dès le départ, on a eu un problème de qualification dans la demande. Et donc, on a entraîné des modèles qui sont capables, parmi tout le flux de milliers d'opérations qui arrivent quotidiennement, de piéger celles pour lesquelles on a un risque de se déplacer pour rien, avec une probabilité, et celle-là se retrouve derrière un humain qui va la requalifier le cas échéant. Donc là, on a un gain opérationnel direct, et encore une fois, ces méthodes-là, on les a faites, ça s'est bien passé, on n'a pas investi des sommes colossales, et ça marche. Et c'est accessible. On a utilisé des briques qui sont en open source, qui sont mises à disposition par la recherche publique. Hein. Les modèles de langage sur le français sont disponibles et ouverts, et ils ont été entraînés par la recherche publique. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, l'IA est accessible pour traiter des cas d'usage qui ont de la valeur pour les services publics. Je reviendrai tout à l'heure en fait sur le côté open source, en fait recherche publique et recherche privée, mais juste avant ça, en fait, Mathieu Ginestet, tout à l'heure on parlait de la donnée, là on parle en fait finalement du traitement de la donnée, de l'utilisation de la donnée en fait par des algorithmes en fait de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça augmente les responsabilités et le risque en fait des élus en fait et de ceux qui agissent ainsi en fait avec ces outils par rapport en fait à un pur stockage de données en fait ou par rapport en fait finalement à ce dont on a parlé tout à l'heure? Là-dessus, pas spécialement. Alors, je vais avoir une approche modeste parce que je suis pas juriste IA et c'est un métier qui se développe à la CNIL parce qu'on crée un service IA en ce moment, les postes sont ouverts. Je vais passer le message. Il n'y en a pas beaucoup. J'ai vu que l'État également crée des postes juristes IA. Et la situation est un peu ambivalente. En première, je fais un peu un grand angle parce que c'est vrai que, comme on le voit, ça dépend. Ce serait ma réponse en 2 mots. Et d'un premier point de vue,
rien de nouveau sous le soleil, parce que en fait, le RGPD s'intéresse à des traitements de données à caractère personnel. Comment on exploite une donnée. Elle ne s'intéresse pas à une techno. Le RGPD est neutre en technologie, que ce soit une feuille de papier, un ordi, un smartphone, une caméra, etc. C'est pas un sujet, c'est comment c'est traité dedans. Il n'y a pas le mot intelligence dans le RGPD. Il pourrait y avoir le mot intelligence, mais il n'y a pas, sur les 100 articles. Mais ce n'est pas un sujet, il n'y a pas beaucoup de mots technologiques dans le RGPD. Donc, a priori, voilà, on ne s'y intéresse pas. Côté CNIL, on ne s'intéresse pas aux techno. On nous demande souvent, est-ce que vous pouvez valider mon outil firewall, mon outil de traitement de données, etc. On dit non, on ne valide pas un outil, parce que l'outil il sert à faire 1 milliard de choses différentes. On va valider l'usage de cet outil. Et l'usage, ça va être l'UI local et la TPE-PME. Donc le RGPD est très accueillant là-dessus et très accueillant aussi a priori sur tout ce qui est ces grands principes. Il faut informer, une bonne finalité, nécessité, durée, sécurité, etc. Ça c'est le côté, a priori il n'y a pas d'augmentation de responsabilité pour vous répondre à votre question. Ça va dépendre de ce qu'on en fait. Mais en même temps, le RGPD est quand même bien secoué par l'IA et les traitements qu'on voit. Déjà, c'est donc parmi les différentes formes d'IA, hein, ça va évidemment dépendre, mais on voit beaucoup d'utilisation massive de données. Un gros bloc de données pour apprendre et pour améliorer au jour le jour. Une évolution autonome du traitement. C'est pas fréquent jusque-là, hors IA. Le fait de dire ça bouge en ce moment, on n'est pas dans les murs, mais notre traitement il bouge, c'est un peu nouveau. Également, le fait qu'il y ait un règlement IA qui arrive. Donc ça secoue le RGPD parce que du coup il va falloir concilier, il était un peu seul en sa demeure, enfin, plus ou moins le RGPD, et donc on l'attend, enfin proposition fin 2021 et des avis des CNIL sont sortis, avec une logique différente, hein. Pour le coup c'est pas très accueillant parce que le règlement IA va dire ça c'est interdit, ça c'est très grave, telle garantie, et ça passe. C'est pas la logique du tout RGPD ou qui est de dire tant que vous justifiez ça marche. Enfin, je résume à très grands traits et donc il va falloir concilier ça et le règlement IA qui a aussi une approche produit pour le coup. Il va dire on veut certifier des produits pour que le marché puisse vendre des bons produits IA. C'est pas du tout la logique RGPD. Donc là pareil, il va falloir concilier les différents régimes de responsabilité parce que ce qui est conforme au règlement IA ne sera pas forcément conforme au règlement RGPD. Enfin, donc, pour complexifier, pardon. Et dernier point, sur les principes, j'ai dit que ça pouvait passer, mais en fait, ça secoue beaucoup. Et pour finir de vous répondre sur la responsabilité, à mon sens, inévitablement, il va falloir une maîtrise, une compréhension par les acteurs de ce que c'est leur traitement, de leur usage. Parce que si on y va sans trop comprendre et en laissant un peu l'IA faire, je résume à grands traits, là pour le coup c'est une responsabilité qui est qualifiée, s'assurer qu'on a bien un objectif et que l'IA poursuit bien ça, que si on conserve plus longtemps, on a une raison très précise et l'IA bouscule ça parce qu'il faut conserver pour améliorer, de ce que j'en comprends un peu de loin. Et exactitude, vous avez parlé de nature, enfin je ne sais plus, nature des données, extrêmement important parce que suivant avec quoi on entraîne une IA, elle va avoir un comportement un peu conservateur. Un exemple typique, c'est salaire homme-femme. Si on lui montre les salaires de la veille et qu'on lui dit poursuis le mouvement, c'est pas très positif en fonction de la situation. Pareil, si c'est une équipe d'une même région, pays, langue, ethnie qui fait de la rocofaciale, ça va peut-être pas fonctionner avec d'autres ethnies, langues, accents, etc. Il y a eu des cas RH là-dessus, sur des postules. Quand on postule avec un accent, ça marche moins bien. Ce type de choses. Et sécurité, n'en parlons pas. Donc c'est... Pour finir de vous répondre, c'est partir là-dessus sans maîtriser le basculement qui se fait. Et actuellement, ce basculement, il est flou. C'est même nous, hein, on est un peu en attente. C'est quelque chose qui effectivement, en tout cas, expose juridiquement les responsables. Et on comprend que quand on y va aujourd'hui, on y va un peu de manière instable. On l'est également. Mais à minima, il faut une démarche de compréhension et une volonté de maîtrise de ce qui peut dépasser du RGPD. Et voilà. Alors évidemment, quand je vous écoute, j'ai envie de poser une question à Monsieur de Couture, mais avant ça, Joël, en fait, je crois que tu voulais réagir tout à l'heure, en fait, peut-être en fait sur l'open source. Oui, je voulais dire deux choses. La première, c'est que on le voit, c'est très tentant avec les modèles d'intelligence artificielle de vouloir se dire je vais les utiliser pour remplacer du travail humain ou augmenter la productivité du travail humain. C'est assez naturel comme réflexe. Je pense qu'en termes de conduite du changement, dans le secteur public, dans les collectivités territoriales en particulier, on a vraiment intérêt à se dire, avant de réfléchir en termes de comment je remplace du travail humain, de se dire comment je crée plus de services publics où j'augmente l'efficacité du service public. Ce que disait Marc tout à l'heure, finalement, mon problème, c'est peut-être pas tout de suite de remplacer des opérateurs, mais c'est de permettre aux citoyens qui appellent d'avoir une réponse au moment où il en a besoin.
Et je pense que ça répond un petit peu aussi à votre propos de tout à l'heure. Hein. L'enjeu, il n'est pas de remplacer l'humain, il est bien de servir l'humain. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, notamment par rapport au débat open source, c'est que aujourd'hui, le débat qu'on peut avoir, il peut paraître peut-être un peu décalé par rapport à la réalité que vous avez dans vos territoires, en disant mais attendez, l'IA c'est pas pour nous, c'est un truc de très grandes entreprises, de recherche, etc. Oui, mais en même temps, ça a été dit tout à l'heure, les choses vont extrêmement vite, et des choses qui sont aujourd'hui à la pointe de la recherche seront très très vite, dans quelques mois, commodifiées en quelque sorte, c'est-à-dire des choses qu'on va pouvoir acheter sur étagère. L'exemple que je donnais tout à l'heure de la reconnaissance de caractères sur les plaques d'immatriculation, voilà, en fait aujourd'hui c'est des choses qui sont déjà embarquées dans des logiciels que vous achetez sur étagère ou dans des services que vous allez acheter, etc. Et donc l'IA, c'est pas forcément du mode projet avec des chercheurs ou des ingénieurs de haut niveau. Ça va être très rapidement des choses dans notre vie de tous les jours. Ça l'est déjà en réalité dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, etc. Ce qui va avoir beaucoup d'avantages et aussi un certain nombre d'inconvénients, notamment au regard de la responsabilité juridique qu'on évoquait, parce que ça veut dire qu'on va commodifier et donc mettre un peu partout des choses dont très honnêtement on ne comprend pas bien le fonctionnement. Et donc dont on ne comprend pas forcément complètement tous les risques. Donc la maîtrise des risques va être un sujet pas simple dans les mois et années à venir. Et par rapport à ce changement finalement de technologie et donc de potentiel, par rapport à ces questions de est-ce que ça va remplacer l'humain ou accompagner l'humain, et par rapport aussi à l'évolution en fait, de l'environnement juridique, en fait, on en parlait tout à l'heure. Comment vous gérez ça au niveau en fait, d'une commune comme Salon de Provence en fait, et derrière ça, ma question c'est est-ce que vous avez tous les moyens humains nécessaires en fait, pour en faire quelque chose en fait, qui répond à vos ambitions? Alors, quand j'écoute les propos de la CNIL, si la CNIL a des doutes, comment voulez-vous qu'un élu n'ait pas de doute? Franchement, l'utilisation, on en fait effectivement ce que l'on peut en faire après. À Salon, on a la chance d'être bien accompagné, tout du moins en RGPD, parce qu'on a un RGPD qui est mutualisé et qui suit sur plusieurs communes et qui suit effectivement qui suit chaque fois qu'on a un projet, que ce soit un site internet, intranet et autres, qui suit effectivement et qui nous fait respecter les bonnes pratiques. Donc ça déjà c'est pas mal. Après, mais l'utilisation que l'on en fait, c'est des sauvegardes, c'est de prévenir les gens effectivement que leurs données sont collectées. C'est dans les bulletins municipaux de les faire adhérer ou non à ces informations, enfin, à la conservation de leur adresse mail sur 5-10 ans. Voilà. On utilise, on utilise l'intelligence artificielle à Salon. On a des capteurs dans X bâtiments publics, on compulse les données, on utilise ces données, c'est surtout pour des soucis de température, de choses comme ça. Oui, on est dedans, mais à petit niveau. Mais quand la Banque des Territoires développe en fait toute une palette de services en fait à destination des territoires en fait basés sur la technologie et de l'IA, quand la métropole en fait parle effectivement en fait du service dont Marc parlait tout à l'heure, en fait, est-ce que vous dites finalement je vais m'en emparer parce que j'ai mis en place l'infrastructure en fait et les bonnes pratiques, comme vous le disiez, et finalement je suis en attente, ou en tout cas favorable à l'accueil d'initiatives qui viendraient d'échelons territoriaux avec plus de moyens et qui vont me permettre de gagner du temps. Oui, alors j'ai un troisième, pendant qu'on est dans les acronymes aussi, il y a l'IA, il y a l'IoT, et moi je rajouterais le bébé. Le bébé, c'est envie, besoin, budget. Aujourd'hui, tout élu numérique en aura forcément une envie, parce que sinon on ne serait pas dans le numérique. Le besoin, on peut se le créer, c'est vrai, mais il y a quand même des domaines où c'est important de respecter ce que l'on... ce qu'un DGS ou ce qu'un maire peut porter dans sa commune pour améliorer certaines choses. Et puis le budget, effectivement, une ville de 47 000 habitants, elle aura peut-être aujourd'hui les moyens de faire quelque chose. Une ville de 3 500 habitants, si elle n'est pas accompagnée, elle ne fera rien. Et je pense qu'aujourd'hui,
et je peux vous tendre la perche, c'est que la métropole nous aide pour nous proposer des services qui seraient intéressants, susceptibles d'intéresser les collectivités, mais à moindre coût. Voilà, ça c'est pour le budget. On a bien compris que la métropole, c'était une question de budget vis-à-vis des communes, mais c'est un débat qu'on a souvent dans cet hémicycle, je crois. Ça me dépasse et je pense que notre élu pourra en parler plus finement que moi. Mais en fait, c'est vrai que je pense que cette question de mettre à disposition des outils, on a à nouveau cette réflexion, c'est comment la collectivité va concevoir et mutualiser, puisqu'il y a ses besoins, ses opportunités. Tout à l'heure, Joël disait que, en fait, ce qui était dans la recherche aujourd'hui, demain, c'est très rapidement, mais en fait, je pense que c'est même plus loin. On parle des outils qu'on est en train de développer, mais depuis le 30 novembre et la sortie de ChatGPT qui fait le buzz, parce que depuis tous les jours, il y a un article dans le journal et dans tous les médias, c'est qu'en fait, tous les usagers s'en servent de manière quotidienne. Et je vais quand même crever un abcès, c'est